De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant au Focus, une heure d'échange autour de l'actualité. Et ce soir, je reçois notamment Didier Chalus, influenceur web. Bonsoir Didier. Bonsoir. 150 000 ans pour vous, qui gère nous? Ben ça va, tranquillement, on est là, on regarde un petit peu tous les jours l'actualité. Et tous les jours tu commentes, franchement. Ben pas sur tout, mais en tout cas, je regarde en tout cas. Tu choisis tes sujets, j'ai remarqué. Il faut avoir l'esprit critique, donc après il faut avoir une bonne base de réflexion, donc ça permet aussi de voir ce que les autres pensent, comment les gens abordent les sujets d'actualité. Et des fois, je n'ai pas forcément l'occasion de m'exprimer. Mais je regarde et je peux être d'accord ou non avec ce qui se dit. Donc moi, je suis là. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, je reste attentif et... Très actif. Mais oui, tu as lancé une polémique d'ailleurs sur 50 minutes inside. Ouais, je dirais pas une polémique. Ben, on va... Oui, vous lancez même. Ouais, voilà, on peut le dire comme ça et voilà, on pourra en parler tranquillement. On continue la présentation de nos invités puisque tu es en présence justement d'Adeline Cizeran, qui est directrice d'une agence de voyage. Bonsoir Madame Cizeran. Bonsoir, merci de m'accueillir. Il n'y a pas... C'est avec plaisir. Justement, j'annonce à nos téléspectateurs qu'on aura un coup de gueule de chef d'entreprise justement qui rencontre des difficultés avec cette gestion Covid. On sait que déjà l'activité est compliquée. Apparemment, au niveau des aides, il y a pas mal de problématiques aussi. Donc, vous allez nous éclairer dessus. Et nous avons également sur le plateau François Piquet, qui lui est auteur du roman graphique Blanc, chronique de créolisation. Bonsoir, Monsieur Piquet. Bonsoir. Monsieur Piquet qui m'a rappelé d'ailleurs que je l'avais déjà interviewé dans son atelier. Monsieur Piquet qui fait des réalisations qui sont... ça bouscule un peu de l'intérieur. Ça bouscule. Ça fait travailler vraiment. C'est pas mal. Ça fait réfléchir. Non, franchement, ça fait réfléchir. J'aimerais bien qu'on présente aussi quelques-uns de vos dessins. On va essayer de faire des petits zooms tout à l'heure en deuxième partie. On rentre dans le vif du sujet. 50 minutes inside. Je ne peux pas te laisser venir sans te parler de ça. Donc 50 minutes inside... beaucoup décrié au niveau local. On nous dit vous vous plaignez tout le temps, on fait de la mauvaise publicité pour la Guadeloupe, vous vous plaignez, on fait de la bonne publicité pour vous, vous vous plaignez. Toi, tu te situes où dans l'analyse justement de ce reportage? Les images sont belles. J'ai apprécié... la 4K ben oui, c'est un reportage de qualité. Après, comme je te disais, il faut avoir l'esprit critique. Donc j'ai bien vu les beaux paysages et je me suis dit waouh. En plus, c'est un magazine que moi, j'ai l'habitude de regarder de chez moi en découvrant la nature sur la Thaïlande ou dans les beaux endroits du monde. Et là, c'est un focus sur la Guadeloupe. Et j'ai apprécié. N'empêche qu'il faut toujours avoir une réflexion et se dire et contextualiser les choses. Finalement, si on peut rentrer dans le vif du sujet, sur ma page Facebook, j'ai partagé une réflexion avec mes internautes et je leur ai dit la ligne éditoriale de 50 Minutes Inside favorisait une espèce de posture qui permettrait à pas des expatriés, mais des investisseurs à venir. On est un petit marché en Guadeloupe, il ne faut pas l'oublier. Et ce petit focus, pour moi, me laissait entendre que ça ne sentirait pas forcément bon pour les jeunes Guadeloupéens. Alors, lorsque je parle de contextualiser les choses, il faut remettre les choses à leur place. On a une Guadeloupe qui a un taux de chômage. Nous sommes, je crois, le 3e département avec le taux le plus élevé. 35% de chômage chez les jeunes. Voilà, et qui est au-dessus de la moyenne nationale. Largement. Donc, on a cet état de fait. Nous avons aussi une population vieillissante. Donc, ça aussi, il faut le dire, on a un exode. 2030, on a la population la plus vieille de France. On a un exode de nos jeunes dans l'Hexagone. Et Canada. Et en même temps, on a un magazine qui prône un peu les success stories pas d'expatriés, mais en tout cas de Français de l'Hexagone. Et lorsqu'on met en parallèle ces deux faits, je me dis, il faut avoir le courage de dire certaines choses. Donc, pas forcément une polémique, mais en tout cas, partager mon point de vue sur ce magazine que j'adore. Mais en tout cas, c'était l'occasion pour moi aussi
de le dire et voilà, polémique non, mais en tout cas partager une réflexion avec mes internautes. Bon, c'est pas passé, tout le monde n'a pas. Tu sais, moi j'aime dire que j'aime me nourrir de la divergence. Donc, c'est-à-dire que j'ai entendu aussi ceux qui n'étaient pas d'accord avec mon point de vue. Parce qu'ils sont focalisés un peu sur l'aspect touristique, que c'est une bonne promotion pour le pays Guadeloupe et que ça peut ramener du tourisme, sans forcément voir après derrière l'aspect, peut-être qu'il y a un billet à mettre en Guadeloupe oui, de la part de gros sauf investisseurs. Que la posture de se focus sur la Guadeloupe, pour moi, n'avait pas cet objectif. Lorsque moi, je n'ai rien contre la prof de yoga qu'on a montré qui dit qu'elle est là depuis 2 ans et qui a pu trouver un boulot. Et là, je me dis en même temps, je connais des profs de yoga qui ont dû quitter l'île. On a une certaine jeunesse, et pas qu'une certaine jeunesse, on a un problème de boulot. Ici, les gens ne trouvent pas de boulot, ils sont obligés de partir. On parle de fuite des cerveaux qui ne reviennent pas. Mais il n'y a pas que les cerveaux en tant que tels. On a toute une frange de la population qui quitte la Guadeloupe. Et pour étayer ton propos, il faut regarder les statistiques de l'INSEE. On a une démographie en baisse. Et moi, je le répète, un pays qui a une démographie en baisse, normalement, c'est un pays qui est en guerre, un pays qui fait face à une épidémie mais sans précédent. Et oui, partant de ce constat, je me dis, voilà, je vais peut-être me répéter, mais à un moment donné, je ne me considère pas comme un lanceur d'alerte, mais un peu comme un garde-fou. Il faut pouvoir avoir un certain courage et dire les choses. Et je me suis dit, l'occasion était trop bonne pour la rater. Et voilà, ma réflexion était sans... Alors c'est vrai qu'il y a eu des débats un petit peu parallèles sur les couleurs de peau, sur... Ça reviendra toujours, puisque c'est sous-jacent, c'est en toile de fond, donc ça reviendra toujours. Mais en tout cas, moi j'ai voulu, et de manière claire, avec des mots ultra simples, afin que la compréhension soit globale, j'ai préféré voir à travers un autre prisme ce magazine. Et j'ai eu pas mal d'avis qui basculaient vers la divergence, mais énormément aussi de retours positifs et d'internautes qui me disaient on se retrouve un peu dans tes propos. Donc pour moi, voilà, ça permet ça aussi. Comme j'ai toujours eu à te le dire, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un citoyen ultra engagé, mais à un moment donné, il faut savoir jouer un peu, je ne vais pas dire être un contre-pouvoir, mais pas un lanceur d'alerte, mais je dirais un garde-fou. Allez, les choses se passent, mais... Ou initier des débats citoyens, voilà. lancer des problématiques comme ça, tu adores faire ça. Oui, il faut. Non, mais après, il y a de l'émulation justement sur sa page, ça commence à envoyer dans tous les sens, et je pense que libérer la parole, c'est très important. C'est vrai qu'on me l'a envoyé sur WhatsApp, donc les gens il y a un screen et tout. Mais en tout cas, moi, je nourris mes débats principalement sur la divergence. Après, la convergence, ça fait toujours plaisir, j'ai envie de te dire. Mais il ne faut pas que ceux qu'on plaindre, j'ai raison. Non. Et donc voilà, je suis sur cette dynamique et ceux qui ont pu se retrouver à travers mes messages et ma réflexion, tout bénef. Adeline, est-ce que vous avez vu le reportage? Non, du tout pas. Alors j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu et très honnêtement, je n'ai pas eu le temps de le regarder depuis. Donc je ne sais pas du tout. Et vous, Monsieur Piquet? Quels sont les propos? Non plus. J'ai pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait eu ce reportage sur la Guadeloupe. Voilà. Donc, j'ai pas du débat. regardé la télé, mais il y en a eu 2 en plus. Il y a Échappée belle aussi, sur France 5. Je n'ai pas vu, mais qui. Apparemment, celui-là était vraiment local. Oui, en fait, sur les petites mains, les petites entreprises. Si on parle de quotas, même dans le magazine de 50 minutes Inside, il y a eu des locaux qui ont été représentés. Je pense à Leila Romain, on lui a fait un beau petit focus. Et je me suis dit, waouh. On a eu Leila Romain et M. Caracoli. Voilà. Il y a eu notre star du reggae dancehall comme Admiralty. Je ne sais pas si tu étais sérieux. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils abordent leur sujet. Et comme tu disais, le problème, c'est que leur ligne éditoriale traite les sujets de manière à montrer aux Français que les expatriés peuvent réussir ailleurs. Sauf que nous sommes en Guadeloupe et nous sommes en Français. Voilà, donc il fallait avoir le courage de le dire.
et de ne pas forcément voir les Français de l'Hexagone non originaires de l'île, si on veut, on peut parler ainsi, mais pas considérer les hexagonaux qui s'installent ici comme des expatriés. Donc on a une tension sociale, on a pas mal de sujets qui sont chauds, et moi je me suis dit, ce reportage il tombe à pic pour pouvoir distiller en tout cas mes messages. Ce n'est en aucun cas un message de haine, c'est ma manière de voir les choses. Il y a des constats à faire. Oui, il fallait le dire. Il y a des constats à faire. On va rentrer dans la problématique maintenant, puisqu'on parle de tourisme, le tourisme qui est bien reparti, on va dire ces 2 derniers mois, avec l'entrée de 40 000 personnes ici. Il y a un énorme plan de communication qui est opéré par la CCI notamment et le CTIG. On a eu un 50 minutes inside pour la Toubana d'ailleurs. Mais est-ce que l'activité globalement se porte bien? Hormis les gros, les gros on sait que ça va plutôt bien, mais vous qui êtes... Vous pensez que pour les gros aussi, ça... Je pense pas. Je pense qu'on est tous en difficulté aujourd'hui. Très honnêtement, on est tous en difficulté. Aujourd'hui, ce qu'on peut vendre, ce qu'on pouvait vendre en tout cas, c'est que de la billetterie aérienne. Puisque c'est difficile de vendre de l'hébergement, ça devient très, très complexe. Donc du coup, on ne peut vendre que de la billetterie aérienne. On n'a plus de croisière. On ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Donc du coup, je pense pas que ça se passe bien pour les... Je pense que tout le monde est en difficulté aujourd'hui. D'accord. Ouais. D'accord. Sur le tourisme, là, je pense que tout le monde, tous les secteurs d'activité, toutes les branches liées en fin de compte au tourisme sont en difficulté. Donc on a une saison 2020 qui est passée à la trappe. Oui. Saison 2021 visiblement se rebelote. Oui. Donc comment on se projette en tant que chef d'entreprise? En fait, c'est la question qu'on est en train de se poser parce que, alors moi, j'essaie de faire avec ce que j'ai. Voilà. Je me plains pas, j'essaie de faire au mieux. C'est vrai qu'avant, donc le 2 février, donc avant les motifs impérieux, on vendait un petit peu plus de prestations sur du Paris, sur du Saint-Martin aussi, mais en organisant bien les choses. Mais là, en fait, tous les départs sur le mois de février sont sur motif impérieux. Donc, du coup, les ventes sont chute libre. On imagine. Il y a encore pas mal d'entreprises qui n'ont pas perçu le fonds de solidarité donc pour la période du mois de décembre. On a la problématique donc de la cotisation foncière des entreprises à régler à compter du 15 février. Donc, il y a une accumulation. En tout cas, il n'y a pas eu d'allègements fiscaux, il n'y a rien eu. Alors, ce qui était prévu, en fait, c'est que donc, le gouvernement a mis en place, en fin de compte, un dégrèvement pour les entreprises des secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, du transport, de l'aérien et de la culture. Donc, c'est un dégrèvement des 2/3, en fin de compte, de la cotisation foncière. Donc moi, lorsque j'ai reçu mon avis, ma CFE, donc je regarde l'avis, je vois le montant. C'est pas le montant en fait qui m'a posé problème. C'est que lorsque je descends, je regarde le papier, je vois marqué dégrèvement exceptionnel suite Covid, et je vois en fait que dans l'encart il n'y a rien du tout. Alors qu'il me semble que l'année dernière, j'ai entendu que l'État mettait en place l'aide fiscale pour les entreprises de ces secteurs, donc pour nous aider à passer le cap. Donc j'interroge en fin de compte mon expert comptable. Mon expert comptable interroge les services des impôts du Nord-Bastère, qui nous apprend en fait qu'aucune demande n'a été instruite par la communauté d'agglomération du Nord-Bastère pour laquelle moi, mon entreprise dépend. Et donc, on n'aura pas cette aide fiscale. Alors du coup, en fait, moi, ça fait juste un tour dans ma tête. J'ai dit que non, c'est pas possible. L'année dernière, on n'a pas travaillé. On galère. Je vous dis très honnêtement, on galère. On imagine. Lorsque l'État met des choses en place pour pouvoir aider les entreprises, c'est de la responsabilité de nos pairs, donc de nos politiques, d'accord, de faire en sorte d'aider la population guadeloupéenne, puisqu'il me semble que leur but, c'est ça. Là, en fait, ce qui m'a été rapporté, en fait, par rapport à cette problématique de la cotisation foncière des entreprises, c'est que ma communauté d'agglomération n'a pas déposé le dossier parce qu'ils ont un déficit aujourd'hui de près de 5 millions d'euros. Donc, ils ne peuvent pas, donc ils ne sont pas en capacité de faire des conseils communautaires pour pouvoir permettre aux entreprises de bénéficier de cette aide fiscale. La problématique, elle est là aujourd'hui.
Donc, je leur demande en fait qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, quel est notre moyen d'action aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour que ces personnes... Quand vous avez interpellé, justement, vous avez eu ces informations, Oui. vous avez dû interpeller Oui. la communauté d'agglomération Oui. Nord-Bastère, Oui. et à ça, ils vous ont répondu quoi? Rien du tout, j'attends toujours que monsieur le président Losbar me réponde. Depuis combien de temps? Depuis le 26 janvier. Ah, quand même. Oui, quand même. 26 Quand janvier. même. Et je dois régler le 15 février. On doit tous régler le 15 février. Je ne suis pas la seule concernée par la situation. Il n'y a que 2 seuls EPCI qui ont déposé les dossiers. La Riviera du Levant et Cap Excellence. Ce sont les 2 seules collectivités. Donc, vous nous alertez sur un problème qui sera plus large que la simple CNBT, si on vous écoute. exactement. Donc, vous avez les 3 autres EPCI. Marie-Galante, la communauté des communes de Marie-Galante. Vous avez Sud-Bastère et Sud-Bastère, Grand Sud-Caraïbes et Nord-Grande-Terre. Donc, c'est à se demander quel est l'objectif, en fin de compte, de nos politiques. On revient, en fait, ça nous ramène au débat de 50 minutes inside, en fait, et des expatriés, en tout cas des personnes qui viennent s'installer en Guadeloupe. Quel est l'objectif, en fin de compte, de nos politiques? Est-ce que, donc, c'est de nous aider, d'accord, de nous accompagner, de favoriser comment dire, le bien-être des entreprises, ou au contraire, c'est de nous pousser vers la sortie? Moi, c'est la question, en fin de compte, que je pose aujourd'hui parce que j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Ou bien vous êtes pris, le Covid ne fait qu'effectivement que révéler certaines carences qu'on a à plusieurs niveaux. Et là, en fait, vous subissez les erreurs de gestion, on va dire. Les entreprises guadeloupéennes, alors là, avant, c'était les particuliers qui subissaient. Donc, étant donné qu'ils ont sucé toute la moelle des particuliers, là, maintenant, ils viennent sucer la moelle des entreprises. Je n'ai pas à payer pour la mauvaise gestion des collectivités territoriales de la Guadeloupe. Ces gens-là sont tout le temps en train de critiquer, c'est systématique, critiquer souvent les métropolitains. Il y a un moment donné, il faut que chaque personne prenne ses responsabilités. La situation aujourd'hui, c'est pas l'État français qui l'a mise, c'est pas la cotisation foncière, le dégrèvement, ce sont les EPCI, c'était de leur responsabilité d'aider les entreprises guadeloupéennes. Et aujourd'hui, elles continuent à les plomber. Donc, on parlait d'esprit critique, on parle d'ouverture d'esprit, on parle de beaucoup de choses. Il faut que les Guadeloupéens soient conscients de la situation actuelle. Ça ne va pas, et ça ne va pas en s'améliorant. Clairement. Donc, il faut véritablement qu'on arrive à se projeter. Ça fait 30 ans, j'ai 34 ans cette année, ça fait 30 ans qu'on est en train de galérer, que la Guadeloupe on est en déclinaison. Ça décline chaque année. Moi, je ne peux pas accepter de vivre dans une situation comme ça. Je ne peux pas me dire que je me projette déjà dans 30 ans, et de me dire que je serai encore dans cette merdouille-là. Non, je ne peux pas. J'ai une petite fille, donc j'ai envie que ma fille aussi, elle ait un avenir sur mon île. Je ne peux pas me permettre de laisser tout et n'importe quoi se faire. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Cette jeunesse guadeloupéenne prenne ses responsabilités et on y va. On ne peut pas laisser Ce sont nos compatriotes. Ce sont nos compatriotes. Tous les présidents de communautés d'agglo, ce sont des Guadeloupéens, ce ne sont pas des Français, enfin, ce ne sont pas des métropolitains, ce sont des Guadeloupéens, ce sont mes pères. Donc je ne peux pas accepter que des personnes qui, lorsqu'elles ont besoin de nous demandent de voter la jeunesse ci, la jeunesse ça, et puis au final, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de me plomber? Mais non, il faut qu'on réagisse. Et qu'on arrête de se laisser dévaloriser, dérespecter comme ces personnes le font. Nous sommes des jeunes intelligents. Moi, je suis une chef d'entreprise, j'aime mon travail, j'ai une vraie passion pour mon travail et je me bats pour conserver mon activité. Donc, j'ai besoin aussi que mes compatriotes m'aident à conserver mon activité. Et le premier, c'est le politique. Donc, c'est de sa responsabilité. Moi, j'estime que toutes ces communautés d'agglomération, elles doivent commencer, ça risque d'être assez compliqué, mais en tout cas, il faudrait peut-être se mettre au travail. Si vous n'êtes pas capable de le faire, laissez la place aux autres. Je suis désolée. Si vous n'êtes pas capable de le faire, laissez la place aux autres. On a besoin d'être structuré. On a besoin d'avoir un avenir sur cette île. Moi, la Guadeloupe, je l'aime. J'aime cette île. Elle vibre en moi. Ma commune de Sainte-Rose, je l'aime. Cette commune, elle vibre en moi. Donc, je ne peux pas laisser une personne venir me démontrer le contraire ou en tout cas, voilà quoi. C'est inacceptable. Cette situation est inacceptable. Quand l'État vous permet d'avoir une aide dont vous ne pouvez pas bénéficier à cause de mauvaise gestion. Là, c'est une double peine. Donc on fait quoi?
Très bonne question. On paye ou on paye pas? On paye pas. De toute façon, s'il n'y a pas d'argent... Mais il n'y a pas d'argent. On ne travaille pas. On ne travaille pas. Donc il n'y a pas d'argent. Donc prenez vos responsabilités. Moi, j'invite tous les chefs d'entreprise, des petites et moyennes entreprises, des secteurs concernés sur les EPCI qui n'ont pas déposé leur dossier, à ne pas payer. Ne payez pas. Vous avez des organismes... Est-ce que vous ne vous exposez pas après à des saisies, à des procédures? C'est de leur qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils auraient pu faire aussi des saisies à la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre par rapport au déficit. Pourquoi c'est moi que je suis besoin de venir fonctionner? Non. Chaque personne doit prendre ses responsabilités. Vous avez des organismes tels que l'UDE-MEDEF, tels que la Fédération des très petites entreprises. Ils sont où ces gens-là? Chacun est en train d'un peu essayer de sauver son église en feu, hein, quand on regarde bien. Oui, mais il me semble qu'il s'agit d'entreprises. D'accord? Donc, il devrait y avoir une cohésion, justement, sur le sauvetage, on va dire, entre guillemets, des entreprises guadeloupéennes. C'est propre aux Guadeloupéens, en fait. Et c'est ce que la Covid-19, elle nous apprend. La Covid-19, elle nous apprend la solidarité, en fait. Ben, on n'en est pas encore à ce stade-là. Regarde, dans le tourisme, on a donc une petite fédération qui s'est créée, la Fédération du tourisme de proximité, qui finalement, entre guillemets, veut un peu contrecarrer la grosse hôtellerie, qui, elle, défend plutôt ses intérêts. Donc on n'arrive pas, on n'a pas de point de jonction, on n'arrive pas, en fait. Donc on va s'en sortir comment? Alors qu'on a toutes les solutions. On les a toutes les solutions. Donc après, il faut qu'on arrive à se mettre ensemble. Il faut qu'on évolue. Il faut véritablement qu'on arrive à évoluer. Il faut éveiller les consciences. On a des capacités. On a énormément de capacités. On peut s'apporter à chacun. Moi, j'ai des compétences. Monsieur, il a des compétences. Didier, il a des compétences. Vous avez des compétences. Voilà, il y a énormément de possibilités. Mais il faut véritablement qu'il y ait cette impulsion et qu'on ait envie d'avancer, qu'on ait envie d'évoluer. C'est difficile. Mais je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. On peut mais pas après, il faut le défaitiste. Exactement. On ne peut pas partir défaitiste non plus. Exactement. Alors, Monsieur Piquet, oui. Quand vous entendez une jeune chef d'entreprise s'exprimer de la sorte, qu'est-ce que vous en pensez? En tant qu'entreprise culturelle, puisque moi je suis une entreprise culturelle, ben moi j'ai eu des hausses de cotisations CIPAV qui sont arrivées, mais là c'est l'État français, c'est pas pareil. Effectivement, c'est hyper compliqué. Moi j'habite à Sainte-Anne. Donc le tourisme, je vois exactement, enfin, je vois comment ça se passe, en tout cas, même si je ne suis pas un acteur du tourisme, je sais que ça impacte énormément la vie d'énormément de gens. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on est, moi je suis travailleur indépendant ou chef d'entreprise, de se retrouver face à des gens qui en fait ont leur salaire qui tombe et qui ne comprennent pas les problématiques et qui se retrouvent à avoir en fait de toute façon une assurance pour eux qui va bien. Qui ne connaissent pas ce genre d'inquiétude. Et qui arrivent à dormir, etc. Alors qu'en fait, en tant que... c'est le problème aussi du travail qui est de plus en plus ponctionné, et contrairement aux revenus financiers, etc., qui sont de moins en moins ponctionnés. Donc effectivement, la définition d'une société, de ce que vous disiez, d'arriver à faire corps pour avancer et aussi tout mettre sur table et avoir des discussions réelles et approfondies, ça permet aussi de se dire, voilà, le tourisme, quelle place au tourisme dans le développement de l'île, puisque c'est aussi une vraie question qui n'est pas souvent... Ah, mais clairement, il faudra la soulever. Ça parle de blanc, là, le truc, mais c'est vraiment important. Il y a un rapport justement au motif impérieux. On se rend compte que est-ce que finalement les touristes respectent plus ou moins le truc? Est-ce que ça fait monter les chiffres qui sont problématiques pour la santé? La Guadeloupe s'est mêlée, donc il y a aussi l'hôpital. Comme il n'y a pas d'hôpital, on se dit mais comment faire sans cet hôpital pour pouvoir éventuellement assurer et pouvoir maintenir le truc? Donc c'est vraiment compliqué. Mais en tant qu'entreprise, je comprends tout à fait l'inquiétude. Et je comprends aussi le coup de gueule de se dire mais c'est pas possible que le boulot soit pas fait. Excusez-moi, mais 60% de la taxe, ça représente quand même un sacré montant. Exactement. Exactement. On peut avoir des petites idées? On ne pense pas que ce soit des dizaines ou des centaines d'euros. Non. Alors, le montant de ma CFE, normalement, j'aurais dû payer 600 et quelques euros. Voilà. Donc, du coup, j'aurais fait une économie quand même de 500 et quelques. Donc, c'est pas négligeable en sachant que... Dans cette période-là, voilà. on imagine. Et surtout que
c'est mis en place par l'État. À la rigueur, on aurait été hors Covid. Il n'y aurait pas eu de souci, j'aurais pas eu à me poser la question. Mais là, on est en pleine crise sanitaire et il y a un décret qui est sorti pour ça. Ouais, et surmultiplie par l'ensemble des entreprises, ça fait quand même un sacré paquet. Exactement. Parce qu'une personne, on dit que ça fait pas beaucoup, mais pour Voilà. soi-même, ça fait déjà pas mal. Et en plus, si on multiplie pour tout le monde, c'est comme un peu, bon, je sais pas, on va pas repartir, mais le dossier de l'eau où j'apprends qu'en fait, ceux qui payent, moi je fais partie des gens qui payent l'eau, je suis à la SIAG, voilà. De se dire, j'entends aux nouvelles qu'en fait, comme il y a plein de gens qui payent pas, il y a plein d'impayés, ben, ceux qui payent vont voir leur facture doublée pour payer pour. Donc, mais c'est un peu ça le principe. Au bout d'un moment, je vais dire, mais alors pourquoi non, il faut arrêter. Et donc, il y a vraiment cette problématique de répartir les choses et de mettre vraiment les choses à plat pour qu'on fasse et à plat, quoi. Pour qu'on sache un peu où on va, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune visibilité. Pour certains secteurs d'activité, ils n'ont aucune visibilité sur l'année qui vient, quoi. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le Focus, nous sommes toujours avec Didier Chalus, notre influenceur web, qui est en présence d'Adeline. J'ai pas envie d'écorcher ton nom. Donc je vais me contenter d'Adeline, qui est directrice d'agence de voyage, et monsieur François Piquet, qui est auteur du roman graphique Blanc, sur lequel on ne va pas tarder à venir. Vous allez sur des thématiques qui bousculent, dans tous les cas, et vous osez, je tiens à le dire. Avant d'en venir justement à votre création, je vais laisser Adeline boucler justement son appel par rapport à sa situation et le fait que le manquement des collectivités plombe encore plus ton activité. Tout à fait. Alors en fait, pour conclure, moi je voudrais, j'invite surtout toutes ces entreprises donc, de ces secteurs, je répète, le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, le transport, l'aérien, la culture, petites et moyennes entreprises, vérifiez vos avis de cotisation foncière, vérifiez vos totaux, vérifiez votre encart dégrèvement et ensuite manifestez-vous auprès de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre, donc pour notre secteur en l'occurrence, et afin que toutes ces personnes elles prennent pleinement leurs responsabilités. Arrêtez de croire que la problématique c'est l'État français. Ce n'est pas l'État français la problématique ce sont vos propres compatriotes aujourd'hui. Ce sont vos propres compatriotes qui vous mettent en grande difficulté. Alors arrêtez de vous laisser embobiner par toutes ces personnes et prenez pleinement vous aussi vos responsabilités. N'oubliez pas que nous sommes des votants. Donc, ce qui se passe aussi aujourd'hui est très clairement de notre responsabilité, de notre faute. Donc, il y a un moment donné où il faut arrêter. C'est bien de souligner ça. Oui, parce que je fais mon devoir de citoyen comme vous tous. Donc, j'estime que j'ai ma part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il faut arrêter. Il faut qu'on arrête. On a des enfants, d'accord ? On a envie que nos enfants évoluent en Guadeloupe. Donc, mettons-nous en ordre de marche pour pouvoir faire les choses évoluer correctement, que les choses soient structurées. Il y a trop de problèmes en Guadeloupe, beaucoup trop, et vous le savez. Donc, prenons-nous un petit peu en main et que ces personnes nous respectent, s'il vous plaît. Moi, je demande à M. Losbar de faire un conseil communautaire avec tous ces élus. D'accord ? Il y a des élus de la commune de Sainte-Rose qui me connaissent très bien. Donc, que ces personnes prennent toutes leurs responsabilités, qu'elles fassent un conseil communautaire pour que ce dégrèvement soit appliqué. Ne nous manquez plus de respect, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles et faites votre travail. Vous êtes payés pour ça, par les données des contribuables guadeloupéens. Donc, prenez vos responsabilités et faites ce que vous avez à faire. Voilà ce que j'avais à dire. Merci en tout cas pour la franchise. Je pense que le message était relativement clair et on verra dans les prochains jours si ça s'améliore ou pas. On va se tourner maintenant vers Monsieur Piquet. Ouais. Donc vous avez sorti l'ouvrage Blanc. Déjà rien que par le titre. Oui, c'est vrai que c'est un peu provocateur, surtout quand je vais vendre le truc avec ma tête derrière. En Guadeloupe, ça bouge. Mais ça peut... Comment dire ? Moi aussi j'envisage ça, c'est important, vous faites ce que vous aimez avec passion, moi aussi j'essaye de faire ce que j'aime avec passion, et aussi pour offrir un monde meilleur à nos enfants, etc. Et donc, moi mes 2 filles ont grandi en Guadeloupe, et la deuxième est encore en Guadeloupe en ce moment, en terminale. Et donc, voilà, Blanc pour moi, ça participe à ça, j'essaye d'apporter ma part au monde qui est le nôtre, et puis aussi à la Guadeloupe. Et donc, Blanc, ça raconte un peu comment la Guadeloupe m'a modifié, comment elle a modifié ma vision sur le monde quand je suis passé un peu de l'autre côté du miroir de l'outre-mer. Parce que
Ça fait 20 ans que maintenant je vis en Guadeloupe et puis ça a changé pour moi énormément de choses. Bon, pour la famille aussi, pour tout ça. Mais dites-nous, expliquez aux téléspectateurs comment vous êtes passé, vous avez franchi ce cap. C'est très simple, quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai suivi ma chérie en fait, donc je suis venu de manière totalement inconnue, sans connaître rien du tout à l'histoire de la Guadeloupe, sans avoir aucune connexion ici. Donc on est arrivés tous les deux, elle voulait faire une saison touristique justement, travailler, faire une saison. Et puis quelques mois après, elle m'avait déjà payé mon billet, donc je suis arrivé en Guadeloupe. Et 4 mois après mon arrivée, elle était enceinte. Et donc plutôt que de retourner à Paris, on habitait à Paris, faire le bébé à Paris, on s'est dit on va faire le bébé en Guadeloupe parce que c'est quand même vachement... C'est vachement plus sympa, on peut le dire. En tout cas, pour faire un bébé, tout ça, c'était carrément... Ça correspondait tout à fait au truc. Et puis après, j'ai cherché un peu du travail, j'avais un peu d'acédique devant moi, j'ai cherché du travail. J'ai trouvé un premier petit truc, et puis après un deuxième, et puis après on a commencé comme ça, et puis après on a eu un deuxième enfant, et puis de fil en aiguille, ça fait 20 ans maintenant qu'on est en Guadeloupe. Et donc le bouquin s'appelle Blanc, et c'est sous-titré Chronique de créolisation, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, même si je le comprends maintenant, j'arrive à mettre des mots maintenant, cette transformation, je ne l'ai pas compris au début, tout ça, c'est des choses dont on se rend compte après. Et donc, chronique de créolisation et précis antiraciste, parce que ça fait vraiment le racisme et les rapports blanc-noir ici, ou les rapports qui sont très complexes. Toutes ces histoires-là, c'est complexe et c'est vraiment des nœuds de société qui empêchent ou qui masquent parfois des problèmes et qui aussi empêchent de faire société ou d'avancer sur quelque chose de plus intelligent et de plus épanouissant pour tout le monde. Et donc, c'est pour ça que j'ai travaillé sur ce truc-là. Et vous étiez venu il y a 1 an filmer chez moi à Sainte-Anne dans le Bourg, pendant que j'étais en train de réaliser pendant le confinement ce livre. Donc c'est un roman graphique en noir et blanc, puisque ça permet de parler de couleurs beaucoup plus facilement, le noir et blanc. Et donc voilà, comment dire, la Guadeloupe m'a transformé, a transformé ma famille. Je suis très heureux que mes enfants, mes filles aient grandi en Guadeloupe, parce que ça leur donne un rapport au monde qui est vraiment totalement différent et une ouverture et aussi un rapport à l'autre. Et donc j'ai appris à découvrir la culture guadeloupéenne, ou je pourrais même dire les cultures guadeloupéennes, puisque j'ai habité longtemps du côté de Pont-Biret, du Bédou, etc. Et donc par là-bas, il y a aussi plusieurs entre guillemets communautés qui sont ensemble et qui vivent ensemble, et donc ça permet de se rendre compte que tout ça, tous ces croisements, tous ces mélanges, même si on sait bien que la créolisation de la société guadeloupéenne est arrivée avant tout par un drame et dans la violence, beaucoup. Dans la violence et dans une douleur incommensurable, mais en fait tout ça, ça permet de trouver, de dégager des choses nouvelles, et peut-être, le monde que nous vivons est un monde en créolisation. Les échanges se multiplient, même en temps de Covid. On a, du coup, en distanciel, on n'a jamais eu autant connaissance de l'autre, par Internet, par la télévision. Maintenant, on sait à peu près tous comment vivent un peu les Coréens, ou comment vivent les Inuits, ou comment vivent... c'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé au mode de vie des autres. Voilà, et donc les Français peut-être se rendent compte un peu plus de comment on vit en Guadeloupe, je veux dire, les hexagonaux. Mais est-ce que les hexagonaux, vous avez ce vécu-là, est-ce que les hexagonaux, et on dit souvent les Parisiens, est-ce que les Parisiens ne sont pas trop autocentrés? C'est-à-dire que pour eux, la capitale du monde entier, c'est Paris. J'avoue qu'après 2 ans de Guadeloupe, quand je suis rentré à Paris, avec mon enfant dans la poussette ou comme ça, et je me suis vu comme j'étais parisien avant, et je me suis dit, waouh, j'étais comme ça avant, j'avais un peu oublié cette espèce de côté, possibilité de slalomer entre les gens sans même... sans même porter attention. Ce rapport, voilà. Et donc, évidemment, moi, j'adore le fait ici que quand on croise un être humain, on lui fait signe qu'on a croisé un être humain et qu'il y a vraiment un rapport humain, un rapport à l'autre qui est direct et chaleureux. J'adore qu'on puisse prendre le temps de parler, de discuter. Évidemment, c'est moins... la Guadeloupe, c'est pas urbain, on va dire, il n'y a pas de grande ville. Et donc, évidemment, que dans une grande ville, on n'a pas le temps de dire bonjour à tout le monde, je comprends tout à fait ça. Mais je ne regrette pas de vivre ici. Dans tous les cas.
Ouais, dans tous les cas, parfois c'est pas forcément toujours facile, hein, puisque... Avec le regard et le regard du Guadeloupéen, parce qu'on a de gros problèmes sous-jacents entre blanc et noir ici, justement. Donc vous, comment vous le vivez? Ça va, ça se passe bien, vous arrivez à trouver votre équilibre? Pour moi, c'est variable, c'est pas toujours égal. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des moments où ça se passe bien, des moments où c'est fluide, il y a des moments où c'est moins fluide. C'est variable, ça dépend aussi à qui on s'adresse, ça dépend qui on croise, ça dépend dans quel contexte. En fait, donc je fais pas... Ça, c'est le dernier travail artistique, on va dire, que j'ai fait, mais j'ai fait de la sculpture, j'ai fait de la vidéo, j'ai eu l'honneur de représenter la Guadeloupe à la Biennale de Venise, même dans le premier pavillon de Guadeloupe, même si c'était dans la Biennale off, puisque la Guadeloupe n'est pas un pays officiellement, donc avec Hunt et Joël Nankin, donc c'était vraiment... Donc j'avais à un moment travaillé sur le nous, justement, et le nous, en fait, c'est quelque chose qui est tellement mouvant et tellement variable qu'il suffit qu'on change une personne dans un groupe de 3 pour que le nous ait totalement une tête différente et pour que du coup notre propre place se retrouve totalement remise en modifiée. Donc le rapport, mon rapport, on m'a posé la question dernièrement sur le rapport des Guadeloupéens à moi en tant que blanc, par exemple. Exact. C'est hyper variable. Ça va dépendre de si c'est des gens que je connais ou des gens que je connais pas. Ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre du contexte. S'il y a grève d'essence, bah, c'est pas la même à la station-service. C'est pas le même rapport que quand il n'y a pas de mobilisation sociale, par exemple. C'est aussi, on va dire là, chacun trouve ou pas son chemin, mais c'est vrai qu'il y a différentes affaires, voire même des buzz en ce moment sur la voiture à pain, sur... on en parlait tout à l'heure, la manifestation... Voiture à pain, le chant du coq, les cérémonies indiennes. Pour le temple de Guadeloupe, là. Parce que j'ai pas eu de nouvelles, je sais pas vous, mais j'ai pas eu de nouvelles depuis si c'est fait, si ça s'est fait. La procédure est en cours. Puis le week-end dernier, il devait y avoir une manifestation, mais du coup... Ils ont annulé, normalement c'est censé être reporté, mais techniquement l'affaire a déjà commencé. On attend de voir ce que ça donne. Donc c'est difficile sur ce genre de truc-là de se positionner, par exemple, sans avoir vraiment une information complète, puisque... Par exemple, sur le bois de Lomar, la première fois que j'ai vu le truc, je me suis dit, il y a deux Marseillais qui viennent d'arriver en Guadeloupe et en fait, ils ont acheté un terrain et puis dessus, il y a un temple, ils veulent le détruire. Et en fait, après, je me suis rendu compte que c'était pas ça, mais j'ai entendu tellement de choses contradictoires aussi avec les réseaux sociaux. C'est difficile. Il faut savoir tirer le vrai du faux. De démêler, il faut être entraîné sur les réseaux. De savoir quelle est la profonde réalité, mais bon, je pense qu'il y a une incompréhension, il y a une tension, et parfois, cette tension peut être aussi instrumentalisé, ça permet de soulever le tapis de la couleur et de mettre en dessous plein de trucs qui en fait n'ont pas grand-chose ou n'ont pas forcément à voir avec ce tapis-là. Exactement. Effectivement. Il y a des périodes. Oui, je suis entièrement d'accord avec les propos de M. Miquelet. Piquet. Comme un piquet. Ouais. Piquet. Je suis entièrement d'accord avec ses propos. C'est exactement ça. Je pense que oui, souvent, on essaie de dévaloriser l'autre, alors que finalement, c'est bien lui qui me dévalorise. Voilà. Il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu. On peut très bien arrive à mettre fin ensemble. à ces guerres. Mais on peut tous très bien vivre ensemble. Oui, on peut le faire. Mais on le fait pas. Parce qu'il nous faut de la volonté, tout à fait. Après, de ce que j'ai entendu du reportage de 50 Minutes Inside, c'est vrai que c'est, par exemple, en arrivant en Guadeloupe, après plusieurs années de vie en Guadeloupe, on se rend compte que le traitement des médias hexagonaux sur l'actualité de l'outre-mer ou même les rapports de racisme, etc., quand l'ancien ministre de l'Intérieur, Hortefeux, fait une blague sur les Arabes et que les gens disent « Oh, il a fait une mauvaise blague, c'est une boutade », non, le gars doit démissionner, c'est le ministre de l'Intérieur. A priori, il devrait démissionner. Il devrait être, en tout cas, démissionné. Et donc, j'imagine que ça doit être énervant quand... on est guadeloupéen, de se dire, ben voilà, là ils font un reportage sur la Guadeloupe et c'est des blancs qui passent et c'est une prof de ci ou une prof de ça, quelqu'un qui vient... Mais ça crée un problème. La représentation, c'est important. Je pars du principe que personne n'a le monopole de l'amour de la Guadeloupe. Exactement. Peu importe la couleur, peu importe toutes les... on peut y mettre pas mal, c'est un fourre-tout, on peut tout y mettre. Je pars du principe que, en tant que jeune, nous sommes une génération et c'est pour ça que Adeline, c'est une chef d'entreprise qui a décidé de rester à Sainte-Rose. Elle aurait peut-être pu ouvrir son agence de voyage ailleurs. En plus, elle est placée quelque part dans un ancien bâtiment.
Et en fait, lorsque tu passes devant ce bâtiment, tu te dis, waouh, il y a une fraîcheur, il y a, voilà, et ça peut pousser d'autres jeunes à investir, à s'installer. Et c'est ça vraiment le nœud du problème, c'est que moi, j'ai ma petite soeur, j'ai des cousins, j'ai des amis, ils sont bloqués dans l'Hexagone. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement où on nous dit, vous vivez dans un paradis. On voit qu'il y a un réseau parallèle de recrutement et d'hexagonaux qui arrivent à trouver du boulot. Moi, je prône le vivre ensemble. S'il y a il peut y avoir pour les hexagonaux, mais dès qu'il y en ait pour tout le monde. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on est dans un taux de chômage qui est au-dessus de la moyenne nationale. Je ne suis pas dans l'utopie ou à me dire on va cesser le chômage en Guadeloupe. Il n'y aura pas de boulot pour tout le monde et pour l'ensemble des jeunes Guadeloupéens ou même ceux de ma génération ou des seniors. Mais en tout cas, je reste persuadé que dès qu'il y a ce genre d'émissions qui analysent mal forcément la situation actuelle dans le pays, il est de mon devoir et même des autres citoyens d'avoir le courage de dire certaines choses. Et voilà, moi, j'ai pas envie que demain, je n'ai pas encore d'enfants, mais que mes enfants puissent se dire, on viendra faire des vacances en Guadeloupe. C'était pays à papa, mais nous avons fait vacances. Non, j'aurais aimé que mes enfants puissent découvrir le monde, mais qu'ils aient un pied à terre ici. Et je pense que c'est pas un souhait... je ne demande pas la lune, personne ne demande la lune. C'est pour ça que je dis que le monopole de l'amour de la Guadeloupe n'appartient pas forcément aux Guadeloupéens de souche ou aux Noirs ou aux Indiens. Non. Je prône le vivre ensemble et nous devons quand même... les indicateurs ne sont pas bons. On a des problèmes endémiques, que ce soit au niveau de l'eau, on a le chômage, on a pas mal de choses. Donc, à un moment donné... Nous connaissons l'ensemble de ces différentes situations. Surtout, comme tu le disais, c'est en 2030, nous serons la population la plus vieille de France. Et elle sera remplacée par qui? C'est ça. Est-ce qu'on vous accuse, par exemple, M. Piquet, de faire partie de ceux qui fomentent un génocide par substitution? Parce que on vous a déjà interpellé là-dessus. On m'en a parlé, mais comment dire? En fait, je ne suis pas forcément représentatif, je ne suis pas ni un porte-parole, ni représentatif de par mon mode de vie ou l'emploi, etc., d'un mode d'arrivée en fait, des hexagonaux ici en Guadeloupe. Surtout par rapport à votre travail et votre opinion, je pense que vous ne faites pas l'unanimité. Il y a ça aussi, puis ça s'est un peu fait comme ça, de manière non préméditée, pas du tout avec un investissement, quelqu'un qui a des sous, qui veut venir investir... Parce que le problème de ce dont vous parliez, c'est un peu un problème de déséquilibre économique. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec ici, c'est pas facile de faire du capital. Exact. Le problème, c'est que le capital ici, c'est souvent de la terre. Et donc, des gens qui ont envie de dilapider ou de prendre du capital vont vendre de la terre. Et donc, on se retrouve avec un espèce de double truc. C'est-à-dire qu'ici, nous, dernièrement, ça fait 4 ans maintenant, on a acheté une petite maison dans le bourg de Sainte-Anne. Vous avez vu, il y a beaucoup de travaux, de trucs comme ça. Mais c'est vraiment pas simple. Le prix de la terre, le prix des terrains, etc., c'est quand même cher. Et il y a donc des gens qui sont assis sur potentiellement pas mal d'argent. Et donc, évidemment, c'est tentant, avec en plus une société de consommation qui fait de plus en plus de publicité pour elle-même. Et le programme d'échange terre contre 4x4 fonctionne à plein régime en fait. Ça c'est vraiment problématique. Et donc évidemment pour des Guadeloupéens qui sont dans l'Hexagone, arriver à venir ici et si en gros la famille ne peut pas donner un bout de terrain, c'est carrément vraiment pas simple de pouvoir acheter. Nous ça fait 20 ans qu'on économise et on a pu acheter une petite maison quoi. Mais comment dire? Mais ça doit être compliqué quand même d'être entre deux feux. Moi j'ai compris que de toute façon j'aurais toujours, avec la vie qu'on s'est construit, même si c'est une vie passionnante, etc., j'aurais toujours, comme on dit, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que si je vais en France, est-ce que je suis un blanc de l'outre-mer? Mais ça m'intéresse aussi de pouvoir partager une expérience et partager un point de vue qui soit différent.
Et ici, je serais, est-ce que je suis guadeloupéen? D'une part, c'est pas moi qui répondra à cette question, et d'autre part, je pense qu'il n'y aura jamais de réponse. Il y a des gens qui vont dire ah bah oui, il y a des gens qui vont dire non, et des gens qui vont dire oui à un moment, diront non à un autre, et l'inverse sera vrai aussi. Mais est-ce que vous avancerez à dire que vous êtes guadeloupéen? Comment dire? Si moi je suis pas guadeloupéen, en tout cas ce que je fais, ouais, c'est guadeloupéen. C'est-à-dire que je pense que vraiment, même si c'est pas une émanation directe et profonde d'une culture qui serait que guadeloupéenne, puisque évidemment ce que je fais, il y a un mélange, mais vous êtes très engagé, moi je tiens à le dire. Elles sont guadeloupéennes, elles sont nées ici, et puis elles se sentent vraiment guadeloupéennes parce qu'elles ont toujours vécu avec le bruit des grenouilles et tout ça. En même temps, elles sont nées ici, donc ça, elles sont nées là. Et moi, j'ai vraiment ce que je pense que la Guadeloupe a tellement modifié que ce que je produis, c'est guadeloupéen, même si ça ressemble pas à la majorité des Guadeloupéens ou à la majorité de. C'est pas une émanation de la. Je dis pas que c'est une émanation de. C'est pas une recherche identitaire sur ce que peut être d'être guadeloupéen ou la guadeloupéanité, pas du tout. Mais par contre, c'est qu'est-ce que peut raconter la Guadeloupe, qu'est-ce qu'elle peut arriver à dire à d'autres, comment elle peut s'adresser au reste du monde et comment elle peut arriver aussi à influencer dans le bon sens, puisque je pense que la Guadeloupe peut influencer dans le bon sens, dans la tolérance de rapport à l'autre, et plus que la tolérance, vraiment une ouverture et à accueillir l'imprévu de ce que provoque la créolisation. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse vraiment, d'arriver à promouvoir ce côté-là. Alors moi je tiens à le dire, quand j'ai été dans son atelier, j'ai été choqué par les œuvres, puisque en fait vous êtes extrêmement engagé, je trouve, dans vos réalisations, engagé dans vos réalisations, parce qu'il y a des thématiques, enfin les thématiques que vous traitez autour du racisme, c'est particulièrement complexe, et vous attaquez sur des angles que moi j'adore, en fait. Les représentations que j'ai vues, pour ma part, j'adore. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, si vous voulez faire connaître. Non, je ferai, ça fera partie de mes acquisitions. Les œuvres que vous avez vues, les grands dessins que vous avez vus, sont aussi dedans. L'idée, c'était aussi de rendre la culture. Mais si on peut montrer, vous pouvez montrer aux téléspectateurs, on va essayer de faire un petit zoom avant de se quitter, pour montrer même l'intérieur, qu'on voit la qualité des visuels. Alors, je vais choisir une page que j'aime bien, et j'aime bien celle-là, par exemple. C'est une page qui parle de la race, qui dit que la race est un enfermement, et qui dit que la créolisation c'est le contraire de la race. Et donc parce que j'ai beaucoup lu Édouard Glissant, même si j'ai pas tout lu parce que voilà, mais et qui a réussi à mettre des mots sur ma transformation, et donc je trouve que sa théorie de la créolisation et de l'imprévu qui peut surgir de tout ça est vraiment une théorie intéressante et qui peut nous aider à faire un monde, à accepter ce qui arrive, l'imprévu. Clairement, on est en plein dedans. Et puis arriver à faire avec, quoi. Et les capacités d'adaptation en Guadeloupe sont quand même phénoménales. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Piquet, d'être venu sur ce plateau ce soir, et pour le travail de réconciliation un peu que vous faites, parce que ça aide un peu les deux parties justement. Il faut qu'on arrive à se comprendre si on veut pouvoir vivre ensemble, et ça commence par des démarches comme celle-ci, où il faut effectivement avoir une certaine sincérité dans ses propos. Merci beaucoup. Et je vois que vous ne repassez pas certaines limites de polémique et qu'on sort, et vous restez droit. Il y a des choses que je ne serais pas à ma place pour dire, tout simplement. Non, vous le dites, vous le reconnaissez, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et malheureusement, dans la période dans laquelle on est, beaucoup de gens parlent vite, n'est-ce pas Didier? Il y en a beaucoup qui prennent la parole très rapidement pour dire beaucoup de choses, alors que ce sont des sujets qui sont très sensibles et que chaque mot compte en fait. Donc il faut qu'on fasse attention un peu où on met les pieds. En tout cas, merci encore Monsieur Piquet. Merci à toi Didier d'être venu sur le plateau. Merci à vous d'être venu pour ce coup de gueule. C'est pas évident, on imagine bien la situation n'est pas évidente, mais on espère effectivement qu'on arrivera à avancer quand même dans ce petit pays. On a des potentialités, autant en faire quelque chose. Merci encore à tous. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie quand même. Plaisir partagé. Tout à fait. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez le même sentiment que nous. En tout cas, la tranche info revient demain à 18h30. Donc passez une bonne soirée sur les programmes de Canal 10. Paix, amour, tout ça. Et beaucoup de bisous, puisqu'on s'embrasse plus. Donc bisous. Bye.